BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous êtes le ministre de l'économie bien sûr et de très nombreuses questions à vous poser ce matin. Bien sûr des questions politiques après la crise autour de la loi immigration, mais des questions d'emploi, de consommation, de pouvoir d'achat, de carburant. Et je voudrais commencer quand même par me poser la question du paradoxe. On a le CAC 40 qui est au plus haut historique. Et de l'autre côté, on a les Français qui galèrent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en France? Vous avez des entreprises qui réussissent, tant mieux. Parce que derrière, vous avez des centaines de milliers de salariés qui travaillent dans ces entreprises du CAC 40. Et puis, vous avez une situation économique qui, effectivement, est difficile. Reste difficile pour beaucoup de nos compatriotes. Parce que l'inflation, depuis 2 ans, elle tire sur tout le monde. Elle tire sur les ménages, elle tire sur les familles. En particulier, l'inflation alimentaire. Tout notre objectif, maintenant que nous sortons de cette crise inflationniste, va être justement de relancer l'activité des entreprises pour qu'elles puissent avoir toutes, pas simplement les entreprises du CAC 40, mais les PME, les TPE, une meilleure situation et donc de meilleurs salaires pour ceux qui y travaillent. Un des objectifs décisifs pour moi du début de l'année, c'est le projet de loi sur la simplification pour que ce ne soit pas que les entreprises du CAC 40 qui tirent leur épingle du jeu, mais toutes les entreprises, les TPE, les PME, les indépendants, tous ceux qui n'en peuvent plus de la paperasse, des complications administratives et qui disent « je ne peux pas bosser tranquille, simplifiez-moi la vie et je créerai des emplois ». C'est à elles que je vais m'adresser en priorité début 2024. Mais ça, pour le coup, j'ai l'impression que vous nous en avez déjà souvent parlé. Et j'ai même l'impression qu'Emmanuel Macron, un des premiers, avait dit qu'il faut arrêter d'emmerder les Français pour paraphraser Georges Pompidou. Ça fait un bout de temps que vous le savez. On a fait des choses. On a fait une loi qui a bien fonctionné, la loi Pacte, avec un certain nombre de dispositions de simplification. On a simplifié, par exemple, les seuils pour les petites entreprises. C'était trop compliqué. On a pris des dispositions sur l'intéressement, la participation, les primes défiscalisées. La prime Macron, c'est un plébiscite. Ça marche remarquablement bien. C'est une incitation pour se dire, maintenant, 5 ans plus tard, on va redonner... On fait un deuxième étage. Et croyez-moi, cet étage de la fusée, on va mettre des boosters très puissants. Lesquels ? Je ne veux pas qu'il y ait des explications comme « ça a déjà été fait » ou « ça va être trop difficile ». Tous les obstacles qui sont déjà en train de se multiplier pour me dire « c'est trop compliqué, vous allez heurter telle profession, vous allez heurter tel intérêt particulier », je souhaite que nous puissions les écarter pour qu'un patron de PME, un patron de TPE, un indépendant se dise « enfin, je respire ». C'est ça l'objectif, enfin, je respire. Ce sera puissant. En tout cas, je mettrai de la clarté, de la puissance et une détermination totale parce que, étant engagé en politique depuis maintenant de nombreuses années, je vois à quel point cette accumulation de normes, de paperasse et de règles désespère ceux qui veulent créer de l'activité dans notre pays. Alors ça, en tout cas, ça coûte pas cher. C'est-à-dire justement simplifier. C'est un des mérites aussi, ça ne coûte rien. Ça vous coûterait rien. Et ça rapporte beaucoup en termes d'activité. Mais Bruno Le Maire, pendant ce temps-là, je le disais, les Français galèrent et il y a un problème aussi entre les profits d'un côté et les augmentations de tarifs de l'autre. Avant de rentrer dans la question des négociations aussi industrielles, mais aussi de la loi immigration, un mot sur les assurances. Elles ont annoncé qu'elles allaient augmenter leurs tarifs et pourtant elles ont des profits records. Elles préviennent notamment d'une augmentation de 5 à 6% en moyenne sur les tarifs de l'assurance habitation. Ici même, début novembre, vous aviez dit « je ne laisserai pas faire, je serai extrêmement vigilant ». AXA annonce plus 5 à 6% des tarifs et dans le même temps, ils ont fait des bénéfices nets de 6,7 milliards l'an dernier. Et au premier semestre, le seul premier semestre 2023, ils ont fait 3,8 milliards d'euros de bénéfices. Est-ce normal de demander plus 6% aux Français ? Je pense qu'il a échappé à personne que l'année 2023 elle était marquée par une succession de calamités, d'épisodes de sécheresse. Vous avez 11 millions d'habitations qui sont victimes du phénomène de retrait gonflement argile, donc qui perdent de leur valeur. Vous avez des difficultés sur le trait de côte. Vous avez des phénomènes de sécheresse qui sont absolument calamiteux partout désormais en France. Ça renchérit le coût de l'assurance. Ce que je constate, c'est qu'en 2023, les assureurs ont tenu la parole qu'ils m'avaient donnée. C'est-à-dire que les tarifs n'ont pas augmenté de plus que l'inflation. Et j'ai veillé à ce que leur parole soit respectée. Je ne vais pas vous dire, je vais pas vous dire ce matin, nous veillerons là aussi à ce que les augmentations soient raisonnables, mais je ne vais pas vous dire ce matin, il y a une multiplication des catastrophes climatiques qui ont un coût vertigineux, mais je vais vous garantir, moi, que je vais stopper les primes d'assurance, parce que ce serait un mensonge et que je préfère dire la vérité. Le vrai sujet maintenant, c'est faire jouer la concurrence. C'est-à-dire si on n'est pas satisfait de sa prime d'assurance, on peut désormais en changer très rapidement. Ça fait partie des mesures de simplification que nous avons mises en place et j'invite tout le monde
à faire jouer la concurrence en matière de primes d'assurance. Et ensuite, il faut qu'on regarde sur le long terme comment est-ce qu'on peut assurer des risques qui ne sont plus des risques probables, mais des risques certains. C'est la mission que nous avons lancée avec Christophe Béchu, dont nous attendons les réponses d'ici quelques jours, que je présenterai début janvier. Il faut qu'on réfléchisse à l'avenir de l'assurance dans un monde où le changement climatique crée tant de dégâts maintenant, toutes les semaines et tous les jours. Carburant, vous aviez dit les chèques c'est fini, puis finalement non. Les chèques c'est fini, je le confirme. J'ai qu'une parole. Donc quand je dis que les chèques c'est fini, Nous mettons en place à partir du 1er janvier 2024 une indemnité. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire un dispositif. Le chèque carburant, non? Non, c'est pas un chèque carburant. Olivier Véran, il a dit le chèque carburant va être élargi à 1,6 million de Français supplémentaires. Il n'y a pas de chèque carburant. Il y a depuis des années un chèque sur l'énergie qui aide les plus modestes à payer leur facture énergétique. C'est juste, c'est nécessaire. Et ça, on continue. Il n'y a pas de raison qu'on n'aide pas les plus modestes à se chauffer et à s'éclairer. Ça fait partie des biens de première nécessité. Et par ailleurs, nous mettons en place au 1er janvier 2024, comme ça a été le cas l'année dernière, une indemnité carburant pour les travailleurs. C'est-à-dire pour tous ceux qui, si jamais les prix du carburant devait exploser, ne pourrait plus se rendre sur le travail parce que le plein serait trop cher. J'ai été élu 15 ans d'une circonscription rurale dans l'Eure. Je peux vous garantir que j'en ai vu des travailleurs qui me disaient « je ne peux pas aller bosser, le plein coûte trop cher ». D'accord, mais je voudrais être très précise là-dessus. Vous dites si le carburant venait à augmenter, il se trouve qu'il baisse. Au moment où on se parle, le samplon 95 est à 1,76 € le litre en moyenne en France. Et par ailleurs, vous dites les chèques c'est fini. Mais si j'ai bien écouté Olivier Véran, lui, il dit l'inverse. Il dit que ça va être élargi à 1,6 million de Français supplémentaires. Nous disons la même chose. Nous mettons en place un dispositif. Mais on ne va pas déclencher le dispositif au moment où le prix du carburant... Non, pas du tout. Parce qu'un chèque, c'est automatique. Ça voudrait dire qu'au 1er janvier, le Trésor public envoie un chèque à des millions de Français. Ce ne sera pas le cas. Je préfère là aussi être très honnête. Non. Parce que tant que les prix du carburant restent à des niveaux qui sont raisonnables. Aujourd'hui, on a 1,76 €, 1,78 €. Ah, donc ce ne sera envoyé que si le carburant monte ? Ce ne sera pas envoyé, il faudra en faire la demande, et c'est un dispositif de protection quand les prix du carburant explosent. C'est pas un dispositif qu'on met en place à n'importe quel moment. Ah non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, mais j'avais pas du tout compris ça comme ça. Olivier Véran n'avait pas parlé il avait parlé des conditions éventuellement de travail, mais il avait pas parlé des conditions de tarifs. Bien sûr, mais nous disons la même chose. Olivier Véran a précisé le nombre de personnes qui sont éligibles. On a effectivement décidé que les classes moyennes, c'est le choix que nous avons fait avec la Première ministre, que les classes moyennes seraient éligibles. Donc on passe de D5 à D6, ça veut dire concrètement 1 380 € net mensuels. Ça, c'est le 5e décile. Ils avaient droit déjà à réclamer cette indemnité si les prix du carburant explosaient. Ça va aller désormais jusqu'à près de 1 600 € net mensuels pour une personne seule. Et à partir de combien le litre est-ce que vous enclenchez ce système ? La dernière fois, on a enclenché le système lorsque le prix du litre approchait les 2 €. Pour moi, c'est la cote d'alerte pour que les personnes puissent payer leur plein d'essence et se rendre sur le travail. Je rappelle que quasiment 90% des bénéficiaires venaient des zones rurales, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Donc si demain, au mois de février, au mois de mars, donc ça veut dire il y a une crise... au 1er janvier, si le carburant est toujours... Non mais attendez, il faut comprendre les choses. Si au 1er janvier, le carburant est toujours à 1,07 €... Eh bien, il n'y aura pas de dispositif. De chèque carburant. C'est toute la différence. Je le redis, ça n'est pas un chèque. C'est une indemnité, c'est une protection de l'État pour que ceux qui vont travailler, si jamais les prix du carburant explosent, puissent continuer à y travailler. Si demain, ce que je ne souhaite pas bien entendu, vous avez une crise qui s'aggrave au Proche-Orient, que les prix du pétrole explosent et que par conséquent, vous avez des prix à la pompe qui approchent les 2 €, je déclencherai le dispositif d'indemnité carburant travailleur et chacune des personnes éligibles avec les normes que j'ai fixées, que je viens de présenter ce matin, pour aller demander à la direction des finances publiques d'avoir cette indemnité de 100 € par véhicule assuré. Voilà exactement ce que nous mettons en place. Ça veut dire quoi, 1,95 € quand vous dites approcher les 2 €? Approcher les 2 €, ça peut être 1,95 €, 1,96 €. Vous savez, on voit très bien quand le prix du carburant atteint une cote d'alerte et que les gens vous disent, les travailleurs vous disent, désolé, on ne peut plus aller travailler. La dernière fois, nous l'avons mis en place lorsque les carburants ont atteint 1,95 €. Ça me paraît un seuil raisonnable. Si en février, en mars ou même plus tard, vous avez des prix du carburant qui atteignent ces niveaux-là, qui sont insupportables pour les gens, insupportables pour ceux qui vont travailler et insupportables en particulier pour les gens qui sont dans les zones rurales, bien dans ce cas-là, immédiatement, nous mettrons en place ce dispositif de protection et ceux qui travaillent
pourront aller continuer à travailler sans avoir la boule au ventre parce qu'ils vont faire des pleins qui sont trop chers. Il y en a un qui vous a bien eu quand même, c'est Total. Mais Total a maintenu Ils ont dit non, mais nous on va s'engager si ça dépasse 2 euros. Ça leur a pas coûté très cher. Mais on verra. Qu'est-ce qui compte? C'est pas d'inciter les gens à continuer à utiliser des énergies fossiles, à continuer à utiliser du pétrole. Ce qui compte, c'est de protéger ceux qui travaillent pour qu'ils n'aient pas l'impossibilité de prendre leur véhicule parce que le prix du litre d'essence est trop cher. C'est un dispositif de protection. Il est responsable pour les finances publiques et il est efficace pour ceux qui travaillent, en particulier dans les zones rurales. La loi immigration a donc été rejetée par une majorité des députés et on peut continuer comme si de rien n'était. Mais elle n'a pas été rejetée. Ce qui a été rejeté, c'est l'examen. Et aujourd'hui, il faut poursuivre dans la voie de la discussion, de la négociation, pour parvenir à un texte de loi. Je voudrais juste qu'on reprenne un tout petit peu de distance et qu'on sorte... Non mais politiquement, je veux dire, vous êtes un de ceux au gouvernement qui a le plus d'expérience politique. Vous avez même été candidat à la présidentielle. C'est une crise majeure. Absolument pas. Je pense que c'est un échec parlementaire, c'est un échec collectif. Et je pense qu'il faut que nous en prenions tous notre part. Mais c'est un échec parlementaire, c'est pas une crise politique. Gardons notre sang-froid. Oui, il y a quelques jours maintenant, un échec politique collectif à l'Assemblée nationale. Ça ne fait pas une crise politique. En revanche, si on prend un tout petit peu de distance par rapport à l'agitation de l'Assemblée nationale, regardons la réalité du problème. L'immigration déstabilise tous les gouvernements en Europe. C'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai en Italie, c'est vrai également en France. Tout simplement parce que les citoyens européens demandent légitimement de la fermeté en matière migratoire. La fermeté, ce n'est pas la stigmatisation de l'étranger. La fermeté, c'est le contrôle des frontières. Et c'est l'assurance que lorsqu'une personne est en situation irrégulière sur le territoire, elle quitte effectivement et rapidement le territoire national. Le projet de loi qui a été présenté par Gérald Darmanin est un bon projet de loi qui permet justement de garantir cette fermeté qu'attendent tous nos compatriotes. Et nos compatriotes, je le remarque, plébiscitent les mesures du projet de loi. Donc, Ce que reproche à ce projet de loi votre ancienne famille politique, les Républicains, c'est d'avoir à la fois cette fermeté, mais d'avoir aussi gardé une sorte de porte d'entrée dans l'immigration illégale, qui serait cette fameuse régularisation des travailleurs sans papier. Est-ce que vous, ministre de l'économie, vous estimez qu'il faut malgré tout maintenir cette disposition au risque de ne pas obtenir les accords de la droite, ou est-ce que vous vous dites que l'économie peut fonctionner aujourd'hui sans cette immigration illégale? Moi, ce que je constate, c'est qu'elle est maintenue dans le texte de loi qui va maintenant servir de base de négociation. Il y a un seul texte qui a été adopté par les représentants du peuple français, c'est le texte du Sénat. Donc nous allons partir, comme Gérald Darmanin et la Première ministre le font, partir du texte du Sénat, qui me paraît une bonne base de négociation. Vous ne l'aviez pas gardé direct? Mais parce qu'il y a des demandes qui sont légitimes de la part de la majorité, des demandes que j'appuie, qui sont portées par la Première ministre, qui sont portées par Gérald Darmanin. Mais c'est ça qui est un échec, c'est ce et en même temps qui est un échec, non? C'est pas un en même temps du tout. Les demandes qui sont portées, et j'espère que les Républicains sauront faire preuve d'ouverture d'esprit, de sens des responsabilités, pour comprendre que les demandes de la majorité sont des demandes raisonnables. Quand on dit qu'il faut garder une aide médicale d'État, oui, il faut garder une aide médicale d'État. Ça me paraît évident que dans l'intérêt national dans le texte du Sénat, et dans l'intérêt sanitaire, ça n'est plus une aide médicale d'État, c'est une aide médicale d'urgence. Je pense qu'il est important de garder une aide médicale d'État qui soit évidemment circonscrite, mais qui permette d'éviter tout simplement la propagation de maladies dans notre territoire. C'est l'intérêt général. Je pense que sur les prestations sociales, il faut que le texte du Sénat puisse évoluer. Et je suis convaincu que les Républicains seront prêts à faire évoluer cela. Donc si on tient compte des demandes légitimes et responsables qui ont été formulées par Gérald Darmanin, par la Première ministre, au nom de la majorité tout entière, et j'appuie cette position-là, qui est une position de responsabilité, sur la base du texte du Sénat qui a été adopté, et qui comporte des mesures de régularisation, nous devons pouvoir trouver un accord. Mais je vous et au bout du compte, la question, Bruno Le Maire. Vous êtes ministre de l'économie. Est-ce que vous estimez que l'économie française je vais répondre. Peut se passer de cette main-d'œuvre étrangère, ou est-ce que, au contraire, il faut maintenir une forme de régularisation des métiers en tension? Vous avez deux choses qui sont très différentes. D'abord, moi, ma position est une position de fermeté. Je l'ai dit depuis 1 an. J'ai dit que le sens de ce texte de loi, il était très simple. Pas de régularisation. La fermeté et la fermeté. Donc pas de régularisation. La fermeté, c'est pas manquer de bon sens ou d'humanité. Donc vous avez des gens. En fait, vous vous retrouvez dans la même situation du en même temps. C'est-à-dire vous dites fermeté, mais régularisation. Mais la fermeté, ça n'est pas être totalement sourd au bon sens
Et ça n'est pas manquer de sens des responsabilités. Vous avez des gens qui travaillent dans des restaurants, dans des hôtels, qui ont leur famille qui est déjà installée en France, qui respectent nos valeurs, qui parlent parfaitement nos langues, qui respectent tous nos codes, qui respectent la société française et qui même aiment la France. Ceux-là, il faut les régulariser. Il faut les régulariser en faisant attention à ce que ce soit bien au cas par cas, bien contrôlé. C'est le point d'équilibre que nous devons pouvoir trouver. Et puis il y a une autre question, mais qui est très différente, qui est de savoir si, face à la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a dans un certain nombre de secteurs, les services à la personne, l'hôtellerie, la restauration, nous faisons appel à une main-d'œuvre étrangère où nous essayons de former et de qualifier nos propres jeunes sur notre territoire. Pour moi, la réponse est très claire. Il ne faut pas faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Je note au passage que c'est pourtant ce qu'a fait Mme Meloni en Italie. Il faut former et qualifier les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi et qui doivent pouvoir... Donc, si je comprends bien, ceux qui sont déjà là, qui travaillent depuis un bon bout de temps, qui sont, comme le disent les chefs cuisiniers, dans nos cuisines, est-ce que ceux-là, on les régularise, mais en revanche, on ne prend pas de nouveaux travailleurs étrangers. Donc, on régularise ceux qui sont déjà dans les jobs, mais les jobs qu'on ouvre à d'autres, on ne doit prendre en priorité que des gens qui sont déjà là et qui ont la nationalité française. C'est un très bon résumé, mais je vais vous dire, c'est une question. J'essaie de comprendre parce que... Mais c'est on est deux choses qui sont très différentes. Là, je pense que c'est important de distinguer les choses et c'est important aussi d'être honnête avec soi-même. Quand vous discutez avec un cuisinier dans un restaurant, un serveur ou une personne qui peut vous aider quotidiennement ou aider des personnes âgées, que vous entendez avec elle, que vous savez une fois encore qu'elle respecte nos valeurs, notre langue, notre histoire, qu'elle est parfaitement intégrée, et que dans le secret des discussions, vous dites dans le fond, vous auriez votre place en France, je ne vais pas venir ensuite sur un plateau de télévision. Le cas à nouveau d'autres qui arriveraient dans un an. Je ne vais pas venir ensuite sur un plateau de télévision vous dire cette personne-là ne mérite pas ses papiers. Elle doit être régularisée, c'est une affaire de justice et d'humanité. Pour autant, je le redis, nous avons aujourd'hui des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Là, il y a un vrai choix politique à faire. Est-ce que nous faisons comme Mme Meloni, qui vient de décider en Italie d'ouvrir tout grand ses frontières parce qu'elle a un besoin impératif d'un certain nombre de personnes, notamment dans les aides à domicile et les soins à domicile, ou est-ce que nous formons et nous qualifions pour que ce soit nos propres jeunes qui occupent ces emplois? Ma réponse elle est très claire. Ce qui se passe en Italie doit être un message d'alerte pour que nous formions, nous qualifions nos jeunes sur les métiers qui sont en tension. On n'arrive pas à trouver les personnes. J'ai même fait une proposition, j'ai même fait une proposition très concrète. J'ai dit, vous avez un compte personnel de formation. J'ai proposé qu'on abonde ce compte personnel de formation pour tous les jeunes qui accepteraient d'aller travailler dans les métiers en tension. Allons chercher ceux qui n'ont pas d'emploi dans notre pays. C'est ça la priorité absolue. Et pour terminer sur ce sujet immigration, je tiens à dire que si nous sommes capables, sur la base de ce texte du Sénat, de faire preuve de sens des responsabilités, nous devons et nous pouvons trouver un accord et un compromis sur ce texte de loi immigration. Il n'y a pas un de nos compatriotes, pas un, qui comprendrait qu'en raison de jeux politiciens, nous ne soyons pas capables de nous mettre d'accord sur un texte de loi qui rétablit la fermeté en matière de contrôle des flux migratoires. Vous le savez mieux que personne, vos anciens camarades d'LR ne veulent pas de cette régularisation. Mais j'ai un point de désaccord avec vous, le texte sorti du Sénat, où les Républicains sont majoritaires. Ils ont transformé l'article 3 en article 4 bis. Qui sont portés par le président du groupe, qui, je pense, sait faire preuve de sens des responsabilités, Bruno Retailleau, ont adopté un article dit 4 bis, qui prévoit justement des régularisations. La seule question, c'est de savoir comment est-ce qu'on opère ces régularisations. Moi, je ne suis pas chargé du sujet, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin fait remarquablement son travail. C'est dans la négociation conduite par la Première ministre et le ministre du Travail que nous devons pouvoir trouver un accord sur les modalités de cette régularisation. Dernière question, Bruno Le Maire, sur la franchise médicale. Il a été évoqué l'idée que cette franchise soit augmentée. En gros, qu'on commence à mettre de notre poche un peu plus à partir du 1er janvier quand on achète des médicaments. Est-ce que vous le confirmez ce matin? Chacun connaît ma position. Je souhaite que, par sens des responsabilités, cette franchise puisse passer de 50 centimes à 1 euro. Elle n'a pas bougé depuis 2008, ce qui est une incitation à être responsable sur notre consommation de médicaments. Mais je souhaite dans le même temps que le plafond à 50 euros pour tous ceux qui consomment beaucoup de médicaments parce qu'ils sont en affection de longue durée, qui n'ont absolument pas le choix, qu'ils ont besoin de ces médicaments, ce plafond à 50 euros soit maintenu. Et puisqu'il me reste 30 secondes, le leasing de la voiture à 100 euros électrique, avant Noël, vraiment? Oui, avant Noël. Avant Noël, il y en aura qui pourront... Je souhaite qu'avant Noël, on puisse ouvrir
à remplir une feuille sur Internet. Vous aurez des précisions dans les jours prochains. Mais personne ne sera au volant d'une voiture à 100 €. Non, mais on pourra, non, parce que c'est malheureusement entre la commande et l'arrivée du véhicule, le véhicule électrique ne sera pas sous le sapin. Mais en tout cas, nous faisons vraiment le maximum pour que le dispositif puisse être prêt d'ici la fin de l'année. C'est très attendu. Ça permet d'accélérer la décarbonation de nos véhicules et ça permet de donner à chacun accès à un véhicule électrique à un tarif raisonnable. Donc il reste 2 semaines, mais c'est bon, ce sera fait. Ah oui, mais vu notre rythme de travail, 2 semaines, c'est long. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, merci d'être venu répondre à mes questions.